Daniel Duval, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accorder un petit entretien. On va parler avec vous de cinéma, mais aussi d'écriture, d'interprétation, de mise en scène. Vous êtes un homme assez complet, mais on vous a... Ah oui. Bah oui. On est beaucoup de spectateurs à vous avoir découvert dans les années 90 plutôt comme comédien, parce qu'il y avait eu une période un peu d'absence. Vous étiez plus sur les écrans, ni derrière la caméra. Et puis, dans le courant des années 90, boum, il y a eu un film de Sandrine Vesset, Y aura-t-il de la neige à Noël, qui vous a remis sur le... Remis en surface. En remontant la ficelle, on s'est souvenu de vous comme metteur en scène et comédien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, le Dérobat, que c'est moi qui l'ai réalisé. Et pourtant, Miu Miu vous doit beaucoup. Ouais, mais c'est bien. Tu sais, maintenant, tous les acteurs font des films. Moi, je suis content d'avoir été metteur en scène qui est devenu acteur. Tu vois ce que je veux dire aussi? Bah, il y en avait eu d'autres. Alors, dans l'ancien temps, j'allais dire Eric von Stroheim était metteur en scène avant de devenir comédien. Et puis il y en a d'autres qui vous ont suivi dans ce chemin. Il y en a deux, trois comme ça, de cette génération qui font comme vous, qui metteurs en scène à la base et puis se sont fait un peu grignoter par la caméra et qui sont devenus comédiens. Ouais. Non, mais moi, je voulais vraiment pas être acteur. Je voulais vraiment pas être acteur. Et puis comme je fais pas de pub, c'est pas dans mon éthique. Il y en a qui en font, c'est tant mieux pour eux, mais j'ai fait ce métier pour dire des choses et pour m'exprimer. J'avais été contacté par un publiciste après la Dérobat qui avait cartonné dans le monde entier. Et j'avais répondu que je ne faisais pas ce métier pour filmer une boîte de fromage. Tu vois. C'était mon seul contact avec la pub. Et donc, il fallait que je vive entre mes films. Donc, j'ai fait des rôles entraînant des pieds. Puis peu à peu, je me suis mis à aimer ça. J'ai aimé ça très tard. J'ai aimé ça en le faisant. C'est un chemin comme un autre. Hein. Beaucoup des réalisateurs qui ont fait appel à vous, ils ont misé sur votre physique. Je crois pas qu'ils... non, je crois pas. Oui, parce que quand je fais des truands et tout ça, ouais, évidemment. Duringer, c'était quand même un rôle de truand. Ensuite, quand vous avez... le bar du téléphone aussi, c'est un rôle de truand. La Dérobat, c'était un bal de macro. Je faisais un macro, je faisais la réalisation et je faisais le macro aussi. Oui, parce que j'ai fait des films durs. Mais quand tu regardes ma filmographie, Le Voyage d'Amélie, L'ombre des châteaux, qui vont sortir en DVD. Les premiers, ils vont sortir en DVD. C'est des films pleins de tendresse et de dérision. Le Temps des porte-plumes, c'est pas un film violent. Tu vois, je veux dire. Donc il y a une différence entre moi, acteur, et moi. Le Temps des porte-plumes, c'est un film, c'est le dernier que vous avez réalisé en date pour le cinéma. Oui. Et c'est un film qui est aussi, d'une certaine manière, le tout premier, puisque c'est votre histoire. C'est un film sur votre enfance. Oui, c'est un film sur mon enfance. J'ai fait ce film-là au bout de 40 ans de métier. En général, des metteurs en scène qui commencent par faire du cinéma en faisant un truc sur l'enfance en premier. Truffaut, Piala. Moi, j'ai attendu 40 ans quand même pour... C'est de la pudeur d'attendre aussi longtemps pour parler de soi ou... J'avais pas envie de raconter des histoires tristes, mais c'était difficile quand tu as une enfance un peu... Mais je voulais pas... Il y avait tellement de films faits sur les enfants malheureux, tu vois, je veux dire... Et donc, je voulais montrer quelque chose qui construit, après la destruction, quelque chose qui construit avec quelqu'un qui sait regarder, qui en l'occurrence Pipo, l'enfant, qui regarde, qui écoute, qui se construit. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'envol et de l'ascension dans ce film. C'est une métaphore. Et c'est pour ça aussi que Annie Girardot est là à la fin, parce que c'est l'imagination, c'est le cinéma. C'est déjà aussi une amorce pour dire que voilà, il y a... que ce que j'ai vécu, cette solitude que j'ai vécue à la campagne, avec bonheur, j'étais extrêmement heureux avec Cécile et Gustave, m'a construit. J'ai eu un contact fantastique avec la nature et j'ai eu une culture de base qui était une culture de paysans et avec tout ce que ça comportait comme morale avec la terre et avec les gens. Et ça, c'est une culture du Bourbonnais qui m'a jamais quitté.
Et donc moi j'ai une double culture, j'ai la culture paysanne et j'ai la culture du trottoir, de la rue. C'est un affrontement entre vous, enfin à l'intérieur de vous, ou c'est une richesse d'avoir cette dualité entre... Je crois que c'est une richesse parce que je connais bien les deux. C'est-à-dire, je connais la campagne pour ce qu'elle est vraiment, et je l'aime pour ce qu'elle est vraiment, et la ville, pareil. Je ne pourrais pas me passer de l'un et de l'autre. Je pourrais pas... si je vis trop longtemps à la campagne, je m'emmerderais, et si je vis trop longtemps à la ville, je m'emmerde. J'ai besoin, par exemple, au changement de saison, c'est très bizarre, au changement de saison, je pars à la campagne. Vous êtes sensible aux équinoxes et aux solstices? Exactement, au parfum, et il n'y a pas les mêmes odeurs au mois de juin qu'il y a au mois de septembre. Quand tu connais bien les odeurs de la terre, c'est très différent. Alors à un moment, il a fallu quand même que vous quittiez cette campagne pour aller à la ville. Le premier contact avec le travail et le travail dans le cinéma, s'est passé comment? Là aussi, c'était sur ma route, je me suis jamais dit que j'allais faire du cinéma. Je suis rentré comme stagiaire monteur dans une maison de production. Stagiaire monteur coursier. Et je travaillais, je ponçais les parquets à l'époque et je m'étais sectionné les poignets. Et dans l'hôpital, j'ai rencontré un moine dominicain qui s'appelait le père Dagonet, qui faisait l'émission Le Jour du Seigneur. Il m'a dit, si un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. Moi j'ai gardé la carte pendant 2 ans comme ça. Puis un jour, j'avais plus de boulot, je l'appelle et on déjeune ensemble. Et il me dit, voilà, je viens de faire une émission sur les monastères. Et je connais une boîte de production, ils engagent des stagiaires monteurs. Est-ce que tu veux être stagiaire monteur? Moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi je m'imagine en bouche blanche avec une paire de ciseaux quand même. Et je me suis retrouvé chez Nirac Film dans une boîte de prod, comme coursier, pendant 1 an. C'était le 1er mars 67, je suis rentré. 68 est arrivé. Évidemment, j'étais pilier des rêves parce que pour moi, la révolution, c'était énorme. Et j'ai été foutu à la porte de cette boîte. Et j'ai eu l'idée d'un court-métrage et je l'ai proposé à 2 réalisateurs qui m'ont dit ouais. Je dis, vous êtes con, c'est un bon sujet. Et j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le mariage de Clovis et qui a été distribué avec Théorème de Pasolini et tout de suite. Et qui m'a fait connaître. Il y a eu les cahiers du cinéma ont commencé à parler de moi. Et j'ai commencé comme ça. On m'a dit que j'avais du talent, j'étais le premier étonné. Ensuite, j'ai fait quelques reportages, des portraits comme ça à la télévision. Et puis un jour, j'ai eu l'idée en quelques instants d'un film qui s'appelle Le voyage d'Amélie. Et que j'ai fait avec 3 francs 6 sous en 17 jours. Et et avec ce film, j'ai eu le prix de Rome. Je suis le premier cinéaste qui est rentré à la Villa Médicis à Rome. Et le directeur à l'époque, c'était Balthus, le peintre. C'est pas mal comme classe. Accompagnement. Ouais. Et ensuite, le voyage d'Amélie a eu des prix partout. Je l'ai tourné près de Moulins aussi. Ensuite, j'ai écrit L'ombre des châteaux que j'ai fait avec Léotard. Pareil, énorme succès de critiques et tout. Et après, j'ai fait La Dérobade qui a cassé la baraque mondialement. Quoi. Ça vous a surpris, le succès de La Dérobade ou quelque part? Ouais, mais je sais pas, c'est pas que ça m'a surpris, c'est qu'à l'époque, maintenant, quand un film sort, on dit combien il a fait d'entrées. À l'époque, on disait est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien le film. On ne parlait pas d'entrée. Et moi, sur La Dérobade, j'avais fait 2 800 000 entrées. Je n'ai su que j'avais fait 2 800 000 entrées sur La Dérobade quand j'ai fait quand j'ai présenté Le Temps des Porte-Plumes. On m'a sorti les chiffres. Mais je ne l'avais jamais su. Donc je ne m'étais jamais intéressé au nombre d'entrées que j'avais fait. Tu vois, parce que c'était une autre mentalité à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, le chiffre règne partout dans le monde du cinéma. Il n'y a pas que dans le monde du cinéma, c'est partout. Est-ce que ça vous a empêché de faire du cinéma en tant que réalisateur pendant des années? Le fait que justement on soit passé dans une culture du chiffre, du projet chiffré, de la production, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a freiné, qui vous a... Non, on s'y fait. Non, on s'y fait.
on s'y fait. Le tout, c'est pas se tromper de gens, quoi. Pas avoir l'œil sur tout. Rester maître parce que si le film marche, c'est pour tout le monde. S'il se casse la gueule, c'est pour ta pomme. C'est comme tout. Tu vois. Et donc, faut que tu défendes ton morceau, quoi. Faut que tu sais exactement ce que tu as envie de faire et tu t'y tiens. Il faut s'imposer tout le temps, en fait. Faut imposer ce que tu as envie de dire. Parce que tu as une masse de choses contraires qui viennent à toi et c'est un métier où il y a tellement d'argent que l'argent peut te pousser dans des contraintes qui ne sont pas forcément positives. Dans la créativité, je parle. Justement, on dit souvent que la créativité, elle est obligée de subir des concessions quand il y a des sommes d'argent en jeu, des chaînes de télévision qui disent « oui, mais alors ça, à 20h30, on ne pourra pas le passer, donc il faudrait peut-être adoucir certaines séquences. » Ouais, mais ceux qui disent ça, c'est tellement plus facile de dire ça. Et c'est tellement con, parce que le truc des chaînes, le problème, le truc des chaînes, c'est que quand ils reçoivent un scénario, ils regardent qui peut être bankable, ce qui est complètement con, parce que les gens, maintenant, ils vont plus voir telle ou telle vedette, ils vont voir un sujet, ils vont voir un film qu'ils aiment. Ça s'est trouvé dans le film de Sandrine Besset, comment y aura-t-il de Noël, Le fils de l'épicier, Le temps des porte-plumes, c'est des films qui ont marché, et pourtant, c'était pas des films qui ont été faits dans le but de faire du pognon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple. Donc il y a une bande-annonce qui passe demain matin d'un film que j'ai fait comme acteur qui s'appelle Beau Rivage. On l'a fait avec 2 fois rien, où je fais un flic dedans qui pète les plombs. On ne sait pas si le mec il est fou ou si c'est la réalité. Et la caméra me suit pendant 1h30. C'est super. Mais ça va sortir dans 15 salles, quoi. Et vous aimez bien aussi les films où il y a justement un concept et les réalisateurs un concept. Vous avez tourné avec Haneke, qui est quand même... J'ai tourné 2 fois avec Deux fois avec Haneke, notamment dans Caché. Alors là, dans Caché, c'est assez bref, mais vous aviez tourné un petit peu... Non, c'est dans Caché, c'était plus long. C'était dans le... Temps des loups. Le temps des loups, c'était assez bref. Je me fais tuer très vite. C'était dans Caché. Ouais. C'est des réalisateurs aussi avec des univers et des mentalités très Mais fortes. c'est bien de travailler avec d'autres metteurs en scène. D'abord, ça évite le nombrilisme. Et ça fait du bien de rentrer dans le monde. Chaque personne a un univers. Et de rentrer dans l'univers qui n'est pas le tien, tu apprends beaucoup de choses. Des choses que ça t'apprend des choses que tu dois faire et ça t'apprend aussi des choses que tu ne dois pas faire. Tu vois? Finalement, c'est un métier où tu apprends tout le temps. On gagne du temps en apprenant... Je sais pas si tu gagnes tout le temps que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre, mais c'est pas une question de temps, c'est une question de savoir écouter, de savoir et d'écouter des gens qui viennent de Regarde, Marshall, il était flic, il est devenu metteur en scène. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu voyou, et finalement, on a le même regard sur le monde, à peu près, quoi. Mais sauf avec des chemins différents. Le cinéma, justement, c'est un métier où se retrouvent des gens qui ont des parcours assez étonnants, curieusement. Oui, mais c'est spécifique à la France. C'est-à-dire que c'est plus cloisonné ailleurs ou... Non, c'est parce que les structures du cinéma français sont vachement bien faites. Ça a des plus variés de cinéma du monde, le cinéma français. Et si tu as une idée, si tu as quelque chose de chouette, tu le fais. Tu vois. Et c'est le seul pays au monde où il y a autant de premiers films qui se font. Toutes les semaines, tu as 3-4 premiers films, comme La guerre est déclarée, tu vois, des trucs. Ou comme Y aura-t-il de la neige à Noël. Parce que c'est des gens qui viennent d'univers différents. Avant, il y a 40 ans, c'était Belmondo, Delon, Gabin, basta. Et puis, après 68, ça s'est éclaté un peu, tu vois, et c'est devenu... Et heureusement qu'il y a ça, et c'est pour ça que le cinéma français est le deuxième plus grand cinéma du monde, quoi. Moi,
en 74, justement, j'étais en Italie où tu avais la vague cinéma qui marchait très très fort. Tu avais des Fellini, Visconti, De Sica encore qui tournait. Antonioni, tu avais tous ces mecs-là. Et j'ai parlé, moi j'étais jeune, je discutais avec des metteurs en scène de mon âge, et ils me disaient, tu vois, tout le monde entier adore Fellini, adore Visconti, adore. Mais ces mecs-là, ils nous prennent tout le terrain et ne nous laissent pas passer. Quand ils seront morts, le cinéma italien sera mort. Et je m'aperçois que 30 ans après, s'il avait raison. C'est dément, quoi. Justement, alors en France, à contrario, il y a un... Parce que le système, parce que tu as des réalisateurs en 67, 68 qui se sont battus pour avoir une espèce de structure de financement, que les films... un film qui marche, par exemple, qui a beaucoup de succès, c'est 3 films qui se font. Parce que l'argent est réinvesti dans des trucs. Tu vois, et ce qui permet aussi de gens qui viennent de milieux culturels très différents de venir. Le cinéma italien, c'était la grande bourgeoisie. Tu vois. Et le cinéma français, il y a 40 ans, c'était la grande bourgeoisie aussi. Et ce que le spectateur ne sait pas forcément, c'est que même quand il va voir un film étranger, il y a une partie du prix du billet qui est reversé dans la production. Qui est reversé française. dans la production, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut jamais se réjouir d'un échec, de l'échec d'un film. T'as des mecs ils règlent des comptes dans le métier, ouais, bien fait pour sa gueule, il s'est planté la gueule, c'est un con. Parce qu'un film qui ne marche pas, c'est 3 films qui ne se font pas. Alors, c'est peut-être le sien, tu vois. Il ne faut jamais se réjouir sur l'échec d'un film. Revenons un peu à nos moutons et à votre parcours. Et donc justement, tous ces rôles de voyous que vous avez pu jouer, ou de flics maintenant, puisque vous jouez aussi des rôles de flics. Quand Olivier Marchal il a fait appel à vous la première fois, comment est-ce que... Donc c'était pour 36. Comment est-ce que vous avez reçu sa proposition de tournage? Vous connaissiez le comédien, vous connaissiez l'homme? J'avais fait une télé avec lui à Marseille. Téléfilm. Et on s'est connus comme ça. Et puis il préparait 36 et il m'a demandé si je voulais jouer dans son film. J'ai dit bah ouais, c'est drôle. Mais je lui ai dit je veux pas jouer un voyou, si tu me trouves un flic, je veux bien faire un flic. Ça me changerait un peu, donner des macros et c'est là où il m'a donné ce rôle dans 36. On s'est connus comme ça. Et ensuite, donc, l'aventure continue. L'aventure continue, mais bon, je sais pas si tu es au courant du film, tout ça, ça devait être Delon qui devait faire le truc, et Lanvin, et finalement Delon il l'a pas fait, tant mieux pour lui, pour Marchal, et parce que Gérard est génial. Et donc, il a pensé à moi tout de suite, quoi. Et donc, une distribution, est-ce que c'est comme un puzzle C'est comme non, c'est pas un puzzle, c'est plutôt une partition musicale. Tu vois, c'est-à-dire que chaque acteur est une espèce de note comme ça, une espèce de... Il y a une diversité, tu as vu les personnages dans le film, que ce soit Tchéky, Gérard ou moi, on est très différents, mais tout en étant pareil. Il faut qu'il y ait une complémentarité quand même. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas... Le chef d'orchestre, c'est le metteur en scène. C'est comme t'as des grands acteurs, comme par exemple Ronan Delon et tout ça, qui était un acteur fabuleux, parce que quand il avait des grands maîtres, comme Visconti et tout ça, dès qu'il essayait de se mettre en scène tout de suite, c'était merdique, quoi. Tu vois, dès qu'il écoute plus. Alors que quand il avait des maîtres comme Visconti, Antonioni, ou Melville, tu vois. Il regrette toujours Melville, René Clément. Non, c'est lui qui doit regretter, qui devrait regretter sur lui-même, tu vois. C'est parce qu'il écoutait. Et le jour où il n'a plus voulu écouter, il est devenu mauvais. C'est ça, la qualité première pour un comédien, c'est savoir continuer à écouter Voilà, et d'avoir un peu plus d'humilité, pour se foutre. On ne peut pas se foutre dans la peau d'un personnage si on n'a pas d'humilité. Ça revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée de l'apprentissage continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on peut dire, qu'on soit metteur en scène ou qu'on soit comédien, je sais. C'est un peu ce que chantait Gabin à la fin de sa vie. Non, mais oui, on ne sait jamais. Non, je sais qu'on sait. Non, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, comme la vie, quoi. Et puis t'as des acteurs qui s'améliorent et t'en as d'autres qui barrent en couille, quoi.
t'en as avec les années, ils s'améliorent, et puis t'en as avec les années, ils font n'importe quoi, parce qu'il y a le fric, il y a le machin, il y a... C'est plus de l'art, c'est du pognon, quoi, tu vois. Et si je vous demandais de regarder comme ça, jeter un œil sur votre carrière, comment est-ce que vous êtes capable de juger, de voir si vous avez progressé, si vous êtes amélioré, s'il y a eu des moments où vous étiez... J'ai progressé. Oui. Ah ouais. Quand tu attaques ce métier avec autant de naïveté que je l'ai attaqué au début, si j'avais pas... La progression m'a permis de me protéger. Mais si vous me permettez, vous me semblez plus serein qu'il y a peut-être 15 ans. Ouais, ben, c'est ce que je voulais, ouais. J'ai eu une enfance spéciale, j'ai eu une adolescence spéciale, j'ai eu une vie un peu rock'n'roll. Et puis, il a fallu que j'attende que ça se passe, quoi. Puis quand ça s'est passé, je suis revenu à ce que j'aimais. Mais il fallait que ça se passe. Comme quoi, on n'est jamais condamné. C'est plutôt optimiste. Ben, il faut être optimiste, parce que putain, dis donc, on n'irait pas loin. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois d'être optimiste. Aujourd'hui, donc, toujours comédien, vous l'avez dit, avec le film d'Olivier Marchal, d'autres films qui vont sortir, d'autres en tournage. Toujours aussi dans l'idée d'être metteur en scène, avec sans doute des projets en écriture. Je suis en écriture sur un sujet à laquel je pense depuis 7 ans. C'est toujours pareil, le cinéma, c'est quelque chose de considérablement dévorant quand on est metteur en scène et scénariste, parce que ça va souvent ensemble en France, parce que ça prend un temps infini. C'est pas rien de faire un film. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent, il faut que ton histoire tienne le coup, c'est une partition aussi, tu vois. Quand je reviens à l'histoire de musique, tu vois, je connais rien à la musique, mais j'imagine que si j'avais été musicien, ça aurait été pareil, tu vois. Il faut savoir que c'est pas parce que tu as une bonne idée que ça fera un bon film, par exemple, tu vois. Donc il faut... Moi, depuis 7 ans, je pense à un truc, là, j'en suis presque à la moitié, mais j'ai ma fin aussi, mais j'y vais doucement, parce que j'ai le temps. De toute façon, j'ai le temps. Laissez décanter, J'ai le temps, j'ai le temps. Je travaille comme acteur, j'ai le temps. Pour moi, j'ai fait 6 longs métrages, quoi. Ça sera mon 7e. Est-ce qu'il y a, sans dévoiler quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a une part autobiographique dans ce projet ou pas du tout Le temps des porte-plumes aura été la parenthèse autobiographique Oui. Non, peut-être le voyage d'Amélie est un peu autobiographique. À l'époque, je faisais de la farue justement avec les Gitans. Mais c'est pas autobiographique. C'est mon regard, quoi. Le regard, ça revient un peu à l'autobiographie, c'est-à-dire qu'avec les choses, avec ta sensibilité que tu as, quoi, que ta vie t'a construite. Donc Quand vous écrivez, est-ce qu'il vous arrive de penser à des comédiens? Ou est-ce que vous préférez faire abstraction de ça? Non, je fais abstraction de ça, parce qu'après, tu as les critères c'est pareil, d'aller voir les chaînes de télévision et puis de leur dire Tartampion, je voudrais celui-là, ouais, mais tu vois. Ce qui est complètement con, mais ça les rassure, les mecs des chaînes, parce que si le film se plante, ils disent quoi? Mais j'ai Depardieu. Tu vois, ils risquent rien, alors que s'ils ont pris un lambda et qu'ils se plantent la gueule, ils se font virer. Voilà, c'est une espèce de lâcheté comme ça. Ils savent jamais si un film va marcher ou pas marcher. Ils savent pas, personne ne le sait. Sinon, il aurait des mignons. C'est ce qui fait aussi un peu la beauté aussi de ce métier, une incertitude. Non, mais il y a des gens qui se mouillent et il y a des gens qui se mouillent pas. Tu as beaucoup de financiers qui se mouillent pas, parce qu'ils veulent garder leur place et leurs privilèges. Mais souvent, ils se plantent, ou alors quand ils font des succès, c'est qu'ils se plantent aussi. Dans les années 60, on disait qu'il y avait des producteurs un peu artistes, il y avait les Georges Borgard, tous ceux qui ont accompagné la Nouvelle Vague. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ceux qui prennent l'engagement... Le dernier que j'ai trouvé, c'est Herbert Balzan.
qui a disparu il y a quelques années. Disparu. C'était le seul qui faisait des films comme ça que personne ne voulait et qui les menait jusqu'au bout et qui... je crois que ça l'excitait, tu vois, de faire des choses difficiles. C'était le producteur Sandrine Vesset, de Youssef Chahine. Ouais. Moi, j'ai fait 2-3 films avec sa boîte de prod, enfin comme acteur. J'ai fait Total Chaos, j'ai fait... Vérigné, ouais. En tout cas, merci Daniel Duval d'avoir passé un petit moment à discuter cinéma. Pas de problème. Et puis j'espère à très bientôt. J'espère pas attendre 7 ans pour qu'on voit votre non, film. non. Ah non. Là, non, dans un an à peu près, je ferai mon film, je crois. Voilà. Mais voilà, dans un an. C'est pas trop cher, donc je mettrai pas de temps. Alors disons rendez-vous dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans, ce serait bien. Ok. Merci Daniel Duval. Salut. Au revoir.